Pourquoi aujourd'hui il y a ce tel désir de racheter des terres? La forêt alluviale, elle nous fait de l'eau propre, gratuitement. Nous sommes des fantassins de la protection de la nature et on fait feu de tout bois. D'ailleurs, c'est un milieu très concurrentiel, quoi, les achats de forêt. Alors la propriété c'est de droite? Je sais pas. Alors nous arrivons donc dans le Vercors, avec ces falaises qui surplombent la vallée du Rhône. En 2019, environ 20 000 donateurs ont participé à l'achat du domaine de Valfanjous, donc qui est à l'Espace, et il a été vendu pour 2,3 millions d'euros. Et la moitié de cette somme vient d'une campagne de financement participatif qui peut être perçue comme un pied de nez aux chasseurs, ou du moins certains l'ont ressenti comme tel. En effet, le domaine est un ancien parc de chasse où il y avait des bêtes que l'Espace a achetées, mais elle ne voulait pas l'acheter au départ. Ça s'est fait un petit peu comme ça finalement. Donc il y a 240 hectares du domaine qui sont encore clôturés, et sur le reste, donc l'autre moitié, la nature est laissée complètement tranquille. Alors, le domaine de Valfanjous se situe à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Valence. Une fois que vous passez le col des Limouches, c'est 1086 mètres d'altitude, vous basculez dans une vallée étroite et vous découvrez Léoncel. Donc voici Léoncel. Léoncel et ses 46 habitants. Son auberge qui était fermée en ce mois de février quand j'ai fait mon reportage, et aussi son gîte maintes fois recommandé par le guide du routard. Et lorsque vous parlez de l'Espace à Léoncel, eh bien, vous risquez de ne pas vous faire beaucoup d'amis. À la mairie, quand j'ai prononcé le nom de l'association, on m'a répondu par un haussement d'épaule et un souffle faussement dissimulé. On m'a dit l'Espace, l'Espace. On demande toujours l'Espace, mais aux paysans, eux, on leur demande rarement leur avis. Alors, alerte, spoiler, si, on leur a demandé leur avis. Alors au téléphone, la maire, Jacqueline Charve, n'est pour le moment pas très loquace. Elle m'a répondu l'Espace, ça va être court. Ici, tout le monde est contre. Alors nous avons continué notre chemin, et sur notre route, nous avons croisé de nombreuses barrières avec cet avertissement « chasse réservée ». Et il y a une barrière qui faisait exception, il est écrit « chasse interdite ». Et à côté, il y avait un autre panneau, site sous vidéosurveillance 24 heures sur 24. On était à l'entrée de la réserve de vie sauvage du Vercors. Et régulièrement, on voit ce panneau avec un chasseur barré. La réglementation est stricte sur le chemin. On n'a pas le droit de camper, de faire de feu, de laisser ses déchets, de cueillir ou de pêcher. L'homme qui passe et qui ne laisse pas de traces à toute sa place, ce n'est pas de moi, c'est de Gilbert Cochet. C'est une phrase qui revient assez souvent. Alors la libre évolution, elle porte ses fruits, mais discrètement. Là sur les photos, on peut voir peut-être des jeunes pousses en bord du chemin. C'est un peu plus visible sur la prochaine photo. Voilà, là on voit que les arbres sont assez jeunes. Donc on peut imaginer que c'est peut-être grâce au parc qu'ils sont nés. Alors, la réserve de vie sauvage abrite de nombreux animaux, donc le cerf élaphe, des chamois, des chevreuils, des sangliers, bien sûr. Peut-être même que vous verrez le loup, parce que le Vercors abrite le loup depuis quelques années. Et si vous levez la tête, une nouvelle fois, vous pourrez peut-être voir des aigles royaux. Alors, la réserve est encore jeune, donc il est difficile de voir à quel point les espèces animales ont augmenté. Moi, j'ai grandi dans cette région, donc au pied du Vercors, à Chabeuil. Il fallait au moins que dans une enquête sur scène, je prononce le mot de Chabeuil, donc là, ce soir, c'est fait.
Donc j'ai grandi à Chabeuil et lors des balades en montagne, je croisais souvent des bêtes, des animaux, que ce soit des cervidés, des chamois, etc. J'en rencontrais souvent, mais ce n'était pas systématique. Là, lors de mes 2 jours de reportage seulement dans le Vercors, j'en ai rencontré à chaque fois que je prenais ma voiture. Et les rencontres n'étaient pas furtives. J'avais le temps de garer ma voiture, de prendre mon appareil photo, de sortir, de m'approcher pour que la biche, par exemple, décampe au moment où j'allais enclencher. Donc ces réserves sont connues des Dromois, de Valence jusqu'à Die, et il y a de nombreuses rumeurs circulent à son sujet, et les avis sont souvent négatifs. L'acmé de l'opposition s'est faite, l'acmé de l'opposition entre les éleveurs, chasseurs et l'ASPAS, s'est déroulé le 21 août 2020. Il y a une manifestation qui était organisée dans les rues de Cré, c'est plus bas de l'autre côté, et le mot d'ordre était « non au réensauvagement des zones rurales ». Ce qui focalise l'attention de la Fédération des chasseurs de la Drôme, qui est surtout par son président, donc voilà, Rémi Gandhi. C'est cet enclos de chasse dont on a un peu parlé. En effet, il y a cet enclos avec des bêtes, et l'ASPAS ne peut pas les relâcher. Ces bêtes pourraient mettre en péril tout l'écosystème. Et pour Rémi Gandhi, cet enclos ne serait pas assez étanche. Début 2022, l'ASPAS est accusé d'avoir laissé échapper des cerfs Sika. C'est des cerfs qui avaient été introduits par le précédent propriétaire. C'est des cerfs qui viennent d'Asie. La préfecture a ordonné des tirs et des cerfs ont été abattus. Alors, je dois ajouter qu'il y a une campagne de stérilisation qui est menée par l'ASPAS. Et aujourd'hui, tous les cerfs Sika sont stérilisés, comme les 2 tiers des daims. Rémi Gandhi poursuit sur un autre dossier, peut-être même un peu plus épineux, on va dire. Il nous dit qu'il y aurait des cas de maltraitance au sein de l'enclos. Alors, en novembre dernier, il y a un article qui est paru dans le mensuel Le Chasseur français. Et dans ces colonnes, il dénonçait des cas de malnutrition, voire même de cannibalisme entre les sangliers. Et cet article publiait donc des photos qu'on ne va pas vous montrer parce qu'elles sont difficilement soutenables, mais des photos de bêtes éventrées qui venaient en fait d'une banque d'images. Et la journaliste se basait sur un rapport d'une réunion qui s'est donnée à Léoncel il y a un peu plus d'1 an. Selon l'ASPAS, ce rapport n'a jamais existé et elle poursuit le magazine pour diffamation. Alors, j'ai moi-même appelé la mère, Jacqueline Charve, qui me dit qu'elle ne se souvient pas non plus que le terme de cannibalisme ait été évoqué lors de la réunion. Et surtout, il y a eu un contrôle vétérinaire. Il y a un extrait qui a été publié sur le site de l'ASPAS. Je vais vous lire. C'est un contrôle qui a été réalisé le 7 juillet 2022. Nous n'avons pas décelé de signes directs ou indirects de mauvais traitement des animaux observés. Les animaux présentaient un bon état physique et un comportement normal ou en voie d'habituation à la présence humaine. Alors, la préfecture nous a confirmé que le contrôle vétérinaire n'a pas révélé de cas de maltraitance et elle a même ajouté « ni avant 2022 ». Le sujet met tout de même mal à l'aise l'association parce qu'elle n'a été autorisée de nourrir les bêtes seulement fin 2021. En effet, dans la législation, et là encore j'ai recoupé avec l'ONF cette fois parce que j'avais du mal avec les textes juridiques, mais il est interdit de nourrir des animaux sauvages. Et dans ce cas, même les bêtes qui sont dans cet enclos sont considérées comme des animaux sauvages. Lors de la réunion à Léoncel, dont on a un peu parlé, il a été question seulement de maladies dont étaient victimes les sangliers. C'est de la métastrongliose. Donc c'est comme une bronchite, ça se manifeste par une quinte de toux, mais ça peut entraîner la mort. Et tous les sangliers ont été vermifugés. Alors on voit qu'il y a des attaques, des contre-attaques entre les éleveurs et l'ASPAS. Et il faut bien dire que les projets de réensauvagement sont souvent critiqués pour ne pas prendre assez en compte les populations locales. Alors la mère Jacqueline Charve a finalement accepté de nous rencontrer chez elle, dans sa ferme, qui jouxte le domaine de Valfanjous. Elle s'est souvenue de moi quand j'avais 8 ans, du coup ça a un petit peu débloqué la situation.
Et en fait, la question qui revenait assez souvent, c'était sur le fonctionnement de l'association. Et elle se plaint d'avoir des référents changeants avec l'ASPAS. Elle n'a jamais emprunté le chemin de randonnée qui est pourtant balisé et ouvert à tout le monde. Pour elle, la réserve du Vercors reste le domaine de Valfonjous, c'est-à-dire une propriété privée et interdite au grand public. Alors on va l'écouter, elle revient sur le domaine de Valfonjous et on va voir qu'il y a deux visions assez différentes de la nature. Nous, il y avait du pâturage quand même. Puis il y a une belle, vous verrez, il y a une belle bâtisse qui appartenait aux moines cisterciens, parce qu'on a une église cistercienne à Lioncel. C'était un beau domaine, Valfonjous. Vous en parlez au passé? Ah oui, mais oui. C'est fini dans le sens que ça va se refermer, parce qu'avec la politique qu'ils ont, c'est rien touché, laisser tout comme ça. Ça se referme très vite, hein, les pâturages. Et après le bâtiment, comment ils veulent l'exploiter, ils vous diront. Parce qu'il y a un nouveau directeur, qui a sûrement des grandes idées. Ça fait mal à quelque part, parce que moi je le vois quand je marche, je le vois, tout ce domaine-là, ça va tout se refermer. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand l'ASPAS voit une forêt qui revit, la mairesse, elle, voit un domaine qui se referme. Il faut bien dire que dans cette région, les agriculteurs, les exploitants, ont gagné leur exploitation sur la forêt. C'est souvent un combat qui a duré plusieurs années. Quand je discutais avec eux, ils me disaient que pour eux, une prairie, c'est beau. Ça sonne peut-être comme une victoire. Donc Léoncel est étalé sur 4500 hectares, et pourtant sur ces 4500 hectares, il y a seulement 5 exploitations. Donc c'est une commune qui n'est pas riche, et elle perd des habitants chaque année. Alors peut-être pas chaque année, effectivement, ça est sorti comme ça, mais elle perd des habitants en tout cas. La mairesse a bien tenté d'acheter le domaine et a tenté de précéder l'ASPAS, mais c'était trop cher pour elle, pour la commune. Et elle s'inquiète d'ailleurs de l'augmentation du prix du foncier. Avant de nous laisser, elle parlait de son voisin qui se nomme Valérie Vassal. Et elle disait à son sujet, « Le pauvre Valérie, il est tout seul dans la ferme. Cette terre lui revenait de droit à la limite, mais pas à ce prix-là. » Sa ferme surplombe le domaine de Valfonjous, ou la réserve du Vercors. Quand on arrive dans sa ferme, la nuit est en train de tomber, il y a des chiens de chasse qui aboient gentiment à notre arrivée, des chats qui dégarpissent. Il a 50 vaches laitières qu'il élève en bio. Il dit qu'il nous gagne un peu plus de 1 000 € grâce à son exploitation et qu'il vit grâce aux subventions. Et son épouse ne travaille pas là, mais à 20 km d'ici. Il craint surtout de ne pas pouvoir léguer sa ferme à ses enfants. On l'écoute. Si les jeunes n'arrivent pas à rester, n'arrivent pas à vivre, on peut pas dire la fin de Léoncel, mais ça peut y arriver. En sachant qu'on avait quand même des prairies, qu'on aurait pu faire quelque chose d'agricole convenable. Pas faire de l'élevage intensif, tout ça, toujours en restant très extensif. Maintenant, le gros problème, ce qui se passe, moi j'ai 3 enfants. Après, j'ai la seconde qui est à fond dans les vaches laitières. À 13 ans, elle est capable de gérer le troupeau de 50 vaches. Elle trait, elle y arrive. Bon, et après le dernier, il est à fond dans les tracteurs. Mais après, je leur fais voir la réalité du métier. Ils peuvent changer encore d'avis. Alors, il y a un petit historique, si vous voulez. C'est qu'avant le changement de propriétaire, Valérie Vassal était autorisée à utiliser le foin de l'ancien bailleur. C'est-à-dire qu'il fauchait 30 hectares pour l'ancien bailleur et qui nourrissait les bêtes avec. Et il conservait le surplus en cas de coup dur, en cas de sécheresse. Et cet accord oral n'a pas été prolongé avec l'ASPAS. Il a aussi demandé à pouvoir faire paître ses vaches sur une partie de la réserve. Alors il nous disait aussi de l'entretien, oui, je voulais faire paître, mais de façon très extensive, etc. Et cette demande lui aurait aussi été refusée par l'ASPAS. Alors il a été beaucoup question de l'ASPAS, et je pense qu'il est bien que Gilbert Cochet et Béatrice Crémer-Cochet reviennent sur scène pour eux aussi nous donner leur point de vue. C'est parfait, ça marche bien. Alors, j'allais dire que cet enclos est un peu le caillou dans la chaussure de l'ASPAS. Quelles sont les mesures prises ?
est-ce qu'il y a un moyen de s'en débarrasser finalement? Parce qu'on voit que l'attention est focalisée sur cet enclos. Oui. Alors, peut-être quand même une petite précision. Les 490 hectares que l'ASPAS a rachetés ne sont pas des terres agricoles, n'ont pas été exploités depuis 50 ans. Depuis une cinquantaine d'années, c'était une chasse privée, une chasse commerciale. Donc il y a la moitié qui n'est pas close, qui d'ores et déjà une réserve de vie sauvage, donc à peu près 250 hectares. Et l'autre moitié était entourée de grillages, et donc à l'intérieur, il y avait des animaux qui... Enfin, c'était... moi, personnellement, ce genre de chasse en enclos... Il faut le dire, parce que je l'ai loupé dans mon texte, mais c'est des gens qui payaient pour aller abattre des bêtes. Voilà. Et très important, c'est pas des gens du coin, parce que Oui. c'était des chasses très chères. C'est la chasse au trophée, hein, si vous voulez, un peu l'équivalent du safari africain, mais voilà, en France. Hein. Et les locaux n'avaient pas accès ni à la partie non close, qui était louée, c'était loué en chasse privée, à des gens qui n'étaient pas du coin, ni à la partie en enclos. Et ça fait 50 ans, donc il n'y avait plus du tout d'exploitation, au moins 50 ans, qu'il n'y avait plus du tout d'exploitation agricole sur ce terrain. Alors après, oui, effectivement, quand on est arrivé, Valérie nous a dit « Ah, moi, j'avais l'habitude de couper ». Bon, ça nous ennuyait parce qu'ils coupaient dans l'enclos. Et nous, comme on a décidé de laisser les animaux se nourrir principalement à partir des ressources sur place, évidemment, ça nous gênait un petit peu qu'ils mettent ces vaches dans l'enclos. Et d'ailleurs, très vite, il s'est rendu compte qu'une fois que les animaux étaient passés, enfin, que les cerfs, sangliers, qu'est-ce qu'il y a aussi il y avait du mouflon, du cercica, des daims, oui aussi. Une fois qu'ils étaient passés, en fait, il n'y avait plus rien pour les vaches, quoi. Et donc, il s'est rabattu sur la partie non close, où il y a des parties un petit peu ouvertes, et il nous a dit bon, j'aimerais bien mettre mes vaches là. Alors, on s'est regardé, puis on s'est dit bon, ça pourrait éventuellement se négocier. Alors d'ailleurs, il a reconnu lors de mon entretien, il disait Gilbert Cochet n'était pas contre. Alors pourquoi on s'est dit ça, bien que bon, c'est pas tellement, disons, dans l'idée de la libre évolution, c'est que simplement dans le Vercors et dans une grande partie de la France, il y avait la vache sauvage, qu'on appelle le roc, et on s'est dit, puisqu'on est dans les fonctionnalités, peut-être, il n'y a plus de roc maintenant, hein, tous les rocs ont disparu malheureusement, et donc on s'est dit peut-être que quelques vaches en densité pas trop importante, ça pourrait faire la fonctionnalité écologique de le roc. Donc on s'est dit pourquoi pas. Mais on lui a dit, écoutez Valérie, nous on veut bien faire un effort, mais vous, il faut que vous montriez que vous allez aussi dans le sens de l'ASPAS. Donc, alors, parce que j'ai quand même oublié de vous dire, parce que là, on a l'impression que c'est le pauvre agriculteur. Il possède quand même 100 hectares en propre. Hein. Et il est propriétaire de 100 hectares. Donc, il y a 2 prairies, notamment, qui sont un peu en enclave dans notre partie libérée. Et on lui a dit, écoute, Valérie, donnant, on te laisse quelques semaines pour tes vaches en complément. Mais toi, tu arrêtes de chasser dans tes prairies parce que nous, on est une association où on demande qu'il n'y ait pas de chasse, quoi. Donc il a réfléchi, puis il a dit non, finalement, je préfère continuer de chasser, puis tant pis pour les vaches, je me débrouille autrement. Mais dans les programmes de réensauvagement, là, on a cité l'exemple de l'ASPAS, il est souvent question des populations locales. Comment on fait, enfin peut-être que l'ASPAS aussi projette à des projets ou une méthode pour allier davantage les locaux à ces projets. Disons que, par exemple, l'exemple de la Drôme, l'exemple de l'île de la Platière, c'est les réserves naturelles. On fait la réserve naturelle, puis on va voir les propriétaires et voir s'ils sont d'accord pour acquérir ou faire acheter leur terrain. Mais c'est pas opposable, ça. Donc il n'y a pas d'enquête d'utilité publique, on peut pas le. Mais s'ils sont d'accord, ils sont gagnants, ce que je disais tout à l'heure, parce que ils vont vendre leur terrain dans un milieu naturel qui présente beaucoup de qualité, et voilà. Et donc ils vont participer. Dans le Massif central, ça se passe bien, parce qu'on l'a fait en toute discrétion.
Et donc à chaque fois, il y a... Même au domaine de Paris, qui a une autre réserve de l'espace, ça se passe très bien avec les locaux. Le domaine Grand Barry. Du Grand Barry, Voilà, oui, tout à excusez-moi. fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Peut-être quand même préciser que le Grand Barry, c'est une acquisition beaucoup plus ancienne, c'était en 2012. Donc il s'est passé quand même plus de 10 ans. Et quand on a acheté le Grand Barry et qu'on n'a pas noté pour dire plus de chasse, il y a quand même eu une opposition locale des chasseurs. Et puis, petit à petit, les populations ont changé, et des néo-ruraux qui sont arrivés. Les mentalités ont changé aussi. Ils ont créé une école Montessori, ce qui n'était pas imaginable au moment où on a acheté. Et donc, avec le temps, les relations se sont apaisées. Et quelque part, on s'est dit que pour le domaine de Valfanjouz et Léoncel, si on laisse un peu de temps au temps et qu'on ne remet pas sans arrêt le couteau dans la plaie, peut-être que là aussi, alors ce sera sans doute plus long, parce que ça a été moins discret comme acquisition et il y a eu des cristallisations autour, et puis la mentalité est quand même assez forte. Vous savez, moi quand je suis arrivée la première fois à Valfanjouz, et puis j'ai eu des relations avec mes voisins, au début je m'étais un peu renseignée, puis j'ai vu qu'il y avait un agriculteur en bio à côté. Je me suis dit, ah super, parce que nous on soutient l'agriculture bio, hein. Et quand on parle de réensauvagement, pour nous, il n'est pas question de réensauvager toute la France. Il y a une réflexion à avoir entre la place qu'on laisse au sauvage et puis la place dont on a vraiment besoin pour nos activités, pour se nourrir. Pour le bois, c'est pareil, hein. Il y a des parties de forêt qui doivent être exploitées parce qu'on a besoin du bois, c'est un matériau super. Et donc j'étais très contente de savoir qu'il faisait du bio. Puis bon, après je me suis rendu compte que quand même, il faisait pas du bio parce qu'il était convaincu, mais parce que ça lui permettait d'avoir plus de subventions que s'il faisait pas de bio. En gros, c'était ce qu'il nous a expliqué, quoi. Et puis en commençant à côtoyer, donc c'est Jean de Léocel, la mairesse c'est la cousine de Valérie Vassal, hein. Ça explique aussi peut-être une prise de position très très ferme en faveur de quelqu'un qui est de sa famille. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression, alors peut-être que les plus anciens d'entre vous connaissent Fernand Reynaud. Il avait un sketch qui était fantastique, ça s'appelait le Douanier. Et en gros, le leitmotiv dans le sketch, c'est « Moi, j'aime pas les étrangers parce qu'ils mangent le pain des Français ». Puis c'est comme ça tout le long. Et apparemment, il y avait un étranger dans son village. Alors, il décrit ça. Puis à un moment donné, il y a l'étranger qui vient le voir et puis qui lui dit « Écoutez, moi, je comprends pas pourquoi vous êtes tellement... les étrangers, c'est des gens comme vous, tout le monde peut vivre ensemble, il suffit que chacun mette un petit peu du sien. » Puis l'autre, il disait « Non, j'aime pas les étrangers, ils mangent le pain des Français. » C'était toujours ça. Puis au bout d'un moment, l'étranger en a eu marre, il est parti. Et la fin du sketch est truculente parce que Fernand Reynaud, il dit depuis que l'étranger il est parti dans le village, on mange plus de pain. Il était boulanger. Il y a aussi autre chose qui vous est reproché, c'est une sorte de... qui est revenu justement quand je parlais avec Rémi Gandhi, c'est une sorte aussi d'élitisme, ou du moins c'est parisien, par exemple, qui revenait assez souvent. Quand on dit qu'ils viennent d'ailleurs, ou les étrangers, je dirais qu'il y a aussi peut-être une défiance envers... une culture qui est différente et aussi des habitudes qui sont différentes. C'est pas forcément, négatif non plus. Non, mais je veux dire, est-ce que, par exemple, est-ce que vous êtes allé expliquer à ces locaux ce que vous faisiez, parce que vous êtes souvent taxé justement de parisiens ou intellectuels. Est-ce que vous leur avez aussi expliqué finalement? Alors, moi je ne suis pas parisienne, hein, je suis alsacienne d'origine et j'ai des origines rurales aussi. Voilà, je tenais quand même à le dire. Et disons que parmi les salariés de l'ASPAS, il y a très peu de parisiens. Mais c'est vrai que souvent, c'est rare hein, qu'il existe encore des villages comme ça, mais là, l'étranger, c'est le gars du village ou de la ville d'à côté, quoi. Oui, bien sûr, on est allé les voir, c'est-à-dire quand on a vu que ça commençait à cristalliser, juste après qu'on soit effectivement propriétaire, parce que ça a pris un certain temps quand même, on est allé rencontrer la maire de Léoncel, mais également de toutes les communes qui étaient autour, on leur a expliqué notre projet, tout ça. Et à un moment donné, ça a été assez cocasse parce que
Madame Charve, que vous avez vue tout à l'heure, elle assistait, elle disant oui, mais vous là, en venant, qu'est-ce que vous allez nous apporter? Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Alors, on essaie de lui expliquer que bah voilà, il y allait peut-être y avoir des gens qui allaient venir, on allait faire fonctionner son gîte, on allait faire fonctionner l'auberge, etc. Et puis elle insistait, et puis au bout de moment, il y a c'était pas nous, mais on avait un avocat avec nous, il s'est énervé, puis il l'a regardé dans les yeux, puis il lui a dit brut de décoffrage, et vous, qu'est-ce que vous allez nous apporter? Puis là, elle est restée comme ça, quoi. Elle savait plus quoi dire. Oui, bien sûr, on a essayé de dialoguer, mais là, c'était un petit peu mal emmanché. Et c'était un petit peu mal emmanché parce que, pour différentes raisons, nous, on avait demandé à ce qu'il y ait une discrétion dans cette acquisition, mais pour différentes raisons, à un moment donné, ça a été la grande campagne médiatique qui a cristallisé beaucoup de choses. Enfin, pour qu'une campagne de financement fonctionne, il faut que ce soit médiatisé. Du coup, il y a aussi Hugo Clément qui vous a soutenu. Ça a peut-être participé aussi à la crispation, finalement. Certainement. Enfin, la médiatisation excessive a participé à la crispation. Parce que, comme disait Gilbert tout à l'heure, à chaque fois que dans d'autres régions... Alors, pour le coup, ce n'est pas avec l'ASPAS, mais avec Forêt Sauvage, on est plus discret. Et ça s'est toujours très bien passé. On n'a jamais eu de conflits locaux. En procédant à la discrétion, il y a une personne qui veut vendre, nous on achète, ça se fait entre le vendeur, l'acheteur et le notaire. Et souvent d'ailleurs les vendeurs nous disent mais surtout vous ne le dites pas. C'est eux qui nous demandent la discrétion. Parce que c'est des petits villages où il y a des 4 habitants au kilomètre carré, ils se connaissent tous. S'ils savent que Mme Machin, elle a gagné 3 000 €, elle devient la plus riche du hameau, et tout le monde est jaloux. Donc ils ne veulent pas que ça se sache. Et finalement, ce qui a vraiment crispé les choses sur Valfanjous, c'est toute la médiatisation qu'il y a eu autour. Donc je suis désolée, mais les journalistes, parfois, vous jouez un rôle un peu de... Oui, on est là un peu des fois pour ça. Après, je vais défendre les journalistes, du coup, je vais y être. C'est vous qui avez médiatisé, qui voulez que ce soit médiatisé aussi, la campagne. Enfin, je pense à la campagne de financement d'Hugo Clément, qui avait fait son propre discours, sur lequel je crois que vous n'étiez pas forcément d'accord, mais qui avait focalisé l'attention sur les chasseurs. Et qui avait crispé, là on l'a vu, ils sont tout le monde est chasseur dans le coin. Bon, voilà, c'était... Non, mais c'est vrai qu'il y a des stratégies de présentation, d'acquisition, de protection. Et c'est vrai que à partir de cette acquisition, partir en tambour et trompette, en disant, vous voyez, les chasseurs, on les a bien eus, ils ne peuvent pas chasser. Bon. Moi, Gandhi, je le connais très bien. Je suis membre du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage de la Drôme. Et donc, en tant qu'expert scientifique, voilà, non, puis je n'aurais pas encore dit qu'il y avait des plombs. Et voilà. Il faut supprimer la chasse ou il faut... Je sais pas. Je sais pas. Il y a des espèces dont il faut supprimer la chasse, effectivement. Le chamois, par exemple, ça sert à rien du tout de le chasser. Il s'autorégule, il est magnifique, on peut se balader et le voir. Donc, il y en a peu parce que simplement certains ont besoin du plaisir de lui mettre une balle dans la tête. Voilà, ça va pas plus loin, ça sert à rien d'autre. C'est pas comme le cerf et les biches ont besoin d'être régulés parce qu'ils font des dégâts aux arbres. Le chamois, il ne fait aucun dégât. De temps en temps, il mange une demi-feuille de clairette de Die et voilà, on peut le laisser. Parce que dans votre ouvrage, si je comprends bien, on pourrait supprimer la chasse dans les montagnes. C'est ça, pas forcément sur tous les territoires. Non, pas forcément sur tous les territoires. En fait, j'insiste sur ce point parce que des fois, on vous fait plus radical que ce que vous êtes. Oui, non, mais c'est classique. Mais non, moi, je crois qu'on a des chiffres, encore une fois, on a des résultats. Bon, ici, en Méditerranée, le parc national de Porquerolles, on va avec son petit masque et on a tout compris. Voilà. Et donc, de voir le parc national des Calanques qui nous fait intervenir assez régulièrement, que vous avez 40 000 hectares de cœurs marins
Et sur les 40 000 hectares, il n'y a que 4 000 hectares sur lesquels on peut sans prélèvement, quoi. C'est impensable. Vous faites un parc national, puis vous vous dites qu'il n'y a que 10%, le reste on peut pêcher autant qu'on veut, quoi. Très bien, écoutez, je vous remercie. Peut-être qu'on reprendra cette discussion dans le second temps de la soirée, lorsque le public pourra nous poser des questions. Encore merci à vous. Merci.